Alexandre, bonjour. Salut Pierre. Aujourd'hui, on parle de l'inconscient. D'abord, je vous donne ma définition. La plus simple est celle d'un non-technicien. C'est une instance psychique en nous qu'on ne contrôle pas, auquel on n'a pas accès et qui agit, voire définit notre personnalité. Déjà, si c'est vrai, c'est une révolution. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas un mois, mais plusieurs mois. Et le cogito de Descartes est mis à l'amende. Je pense, donc je suis. Ça serait plutôt quelque chose pense en haut, donc je suis. Ou ça pense, donc je suis. Donc, c'est déjà une première révolution philosophique. Et puis, c'est presque effrayant parce que Freud pense que simplement 1/10 de notre personnalité est consciente. Le reste, c'est de l'inconscient, donc des pulsions, du désir, de l'instinct, du refoulement. D'ailleurs, à ce propos, je me dis souvent que si effectivement 90% de la personnalité est inconsciente, qu'en plus on a soif, on a sommeil, on a faim, on a du désir sexuel, donc là, ce n'est pas des choses qu'on décide, on ne se dit pas, tiens, je vais avoir soif là, on a juste soif. Si on rajoute l'approche du corps de Nietzsche sur le fait que toute pensée est la pensée d'un corps, et si on rajoute une couche de déterminisme social et sociétal à la Bourdieu ou à la Marx, en quoi on est libre, quoi. Enfin, qu'est-ce qu'il nous reste de liberté? La deuxième chose que je voulais dire sur l'inconscient, là c'est plus personnel, c'est que son utilisation dans le langage familier est toujours un peu étonnante. Les gens adorent dire « j'ai raté mon avion parce qu'inconsciemment je ne voulais pas aller en vacances »,« j'ai raté mon examen de médecine parce qu'inconsciemment je voulais être bûcheron ». Donc l'inconscient dans le langage familier, c'est toujours pour moi une manière de transformer le hasard en nécessité. C'est une manière de se construire un ordre un peu causal dans le chaos. C'est un peu se faire croire qu'il y a quelque chose en haut qu'on maîtrise. Voilà. Donc l'inconscient, c'est un concept assez rabâché, d'ailleurs complètement dominé par la pensée freudienne. Je ne vois pas un concept philosophique plus dominé que Freud dans sa domination de l'inconscient et de la conscience. Donc nous, comme on en a beaucoup parlé, on va essayer d'arriver avec une thèse un peu innovante. Et donc tu vas développer l'idée que peut-être, Freud réduit un peu trop l'inconscient à simplement de l'esprit. L'inconscience, c'est une absence de conscience. Le fonctionnement de mon cerveau, par exemple, je ne m'en rends pas compte. Bon, ça relève de ce qui échappe à ma conscience. Mais l'inconscient ciblé par Freud, c'est pas une absence de conscience, c'est pas un manque, c'est pas un trou dans le psychisme. Ça existe, nous dit-il, positivement et dynamiquement. Positivement, ça veut dire que c'est de la pensée qui constitue ma personnalité psychique, qui je suis, et dynamiquement, ça exerce une force. Tu l'as très bien dit, ça influence ma manière de penser, ma manière de vivre, ma conduite. Alors, tu dis que c'est très rebattu, comme si on mettait de l'ordre dans ce qui sans ça serait une sorte de chaos, c'est-à-dire une suite de hasards assez incohérents. Oui, mais c'est aussi ce que nous a autorisé à faire Freud, quoi. C'est-à-dire que chacun y va de sa propre auto-analyse. Bon, et peut-être même freudiennement ou psychanalytiquement correct. Donc, tu avais l'air de dire ça avec une sorte peut-être de dédain, en te disant on en fait trop, ou si une idée marche aussi bien et aussi populaire, c'est peut-être qu'on l'a mal comprise. Mais je ne crois pas, non, je crois que les gens font l'usage, alors sans doute moins savants, moins brillants, moins sophistiqués que Freud, Lacan et les meilleurs psychanalystes, mais ils sont dans les clous. C'est ça que fait la psychanalyse. D'accord. Bon, je reviens sur le côté rabâché, comme tu dis. T'as l'impression qu'on le met un peu à toutes les sauces. Alors j'ai des questions à te poser là-dessus, pour que je comprenne bien ce qui peut-être te gêne. Est-ce que tu penses que ça ressemble du coup à une excuse facile? Oui. Comme si on voulait se déresponsabiliser en quelque sorte. Un petit peu, ouais. C'est pas moi, c'est mon inconscient. Voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. L'inconscient ici, c'est un autre moi en moi, qui en saurait plus que moi, qui aurait ses propres stratégies.
et qui, tel un esprit qui me posséderait, me manipulerait de l'intérieur, à mon insu. Ça me fait d'ailleurs penser un peu à ce qu'on raconte sur Spinoza et libre arbitre. Si on y croit vraiment, on n'est plus jamais responsable de rien. Ça me fait pas penser à ça, l'inconscient. Oui. Bon, écoute, on va peut-être pas parler de Spinoza aujourd'hui. Ah, mais tu vois l'idée, c'est-à-dire que... Oui, je vois l'idée, oui, c'est un reproche qu'on a fait à Freud, c'est-à-dire un reproche moral. La psychanalyse serait une doctrine immorale. C'est la lecture qu'en fait Alain, par exemple. Pire qu'une erreur, c'est une faute, dit-il. Parce que, d'après lui, a-t-il tort, a-t-il raison? Je ne suis pas tout à fait certain qu'il ait parfaitement raison, mais et je pourrais essayer de dire pourquoi, mais d'après lui, c'est une façon de déresponsabiliser les gens. Bon, de dire d'avant, c'est pas ma faute, c'est mon inconscient. Et par définition, l'inconscient m'échappe. Il échappe à ma connaissance et il échappe même à mon activité. C'est pas moi qui puisse agir sur lui, je suis agi par lui. Bon, donc là, parce que Freud, il est quand même radical. Je ne sais pas si c'est vraiment un sens de mettre un chiffre précis, mais j'ai lu quelque part qu'il pensait, je ne pense pas que lui il l'ait dit comme ça, mais il pensait que 80% de la personnalité, enfin disons une grande majorité de la personnalité, ça a baissé déjà. Était constituée d'éléments inconscients. Donc on est dominé par son ça. Dans son surmoi, il y a aussi des choses inconscientes qu'on a intégrées sans trop se rendre compte. Donc si tu le lis, c'est l'inconscient qui gagne. Donc c'est comme une théorie assez radicale. Alors, radical, oui, parce que, comme tu l'as souligné, ça met en PLS une certaine image traditionnelle du sujet qui serait transparent à lui-même et capable de se maîtriser, parce qu'il est doué de libre arbitre. Et Freud a dramatisé, d'ailleurs, il a joué là-dessus. D'où la puissance de séduction de la psychanalyse. Enfin, un des ressorts de sa séduction, c'est d'avoir insisté et dramatisé sur les résistances auxquels la psychanalyse se serait confrontée. C'est vrai qu'il y a eu des esprits chagrins et qui ont été choqués par le caractère immoral, déresponsabilisant de la doctrine. Mais vu le succès de la psychanalyse, aujourd'hui tu parles du ça, du moi, tu as l'air comme un poisson dans l'eau avec tous ces concepts. Je pense que la plupart des gens qui nous écoutent savent en gros ce que c'est le moi, le surmoi, le ça. On a tous entendu parler de travail du deuil, de lapsus révélateur, même le mot inconscient, l'inconscient comme ça, qui à l'origine est un adjectif, mais en parler comme un substantif, comme un nom commun. Pour nous, ça va de soi. Alors, j'ai pris la peine tout à l'heure de distinguer inconscient et inconscient, mais en fait, on comprend tous, quoi. Donc le freudisme a gagné, il s'est imposé dans la culture populaire. Et dans la culture aussi savante. Bon. Celle des sciences sociales, de la psychologie dit des profondeurs, mais aussi de la sociologie, de l'anthropologie, etc. Et c'est donc la preuve que ce n'est pas seulement quelque chose qui nous blesse, comme il a voulu le dire, qui nous chagrine, qui suscite en nous une résistance, c'est aussi quelque chose qui nous séduit. C'est surtout quelque chose qui nous séduit, en fait. Tu sais sans doute qu'il prétend être la troisième grande blessure narcissique apportée par la science. Copernic et Darwin. Exact. Décidément, tu connais bien le sujet. Ouais, c'est ça. Copernic et Darwin. Copernic, parce qu'en passant du géocentrisme à l'héliocentrisme, quelque part, l'orgueil de l'être humain en aurait pris un coup. Nous ne sommes plus au centre du cosmos. En faisant de nous des lointains cousins des singes, on est finalement ravalé au rang d'animal. Nous sommes des animaux comme les autres. C'est le leçon de Darwin. Et lui nous dit que nous ne sommes pas, le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Et par conséquent, il faut renoncer à l'idée qu'on se faisait traditionnellement, classiquement, d'un être humain capable d'être maître de lui-même, puisqu'il est doué d'un libre arbitre. Ok, c'est-à-dire d'une volonté libre. Bon. Mais c'est intéressant, ces trois blessures narcissiques, parce qu'on pourrait aussi bien inverser. Et je pense qu'une lecture honnête de l'histoire des sciences nous conduirait à inverser les trois doctrines. Parce que les trois doctrines, d'une part, elles ont connu un certain triomphe, en vrai, factuellement. Et quand on examine vraiment ce qui s'est passé dans le champ scientifique et populaire, mais même dans le champ scientifique, on s'aperçoit que les partisans de Copernic, même quelqu'un comme Galilée, il a pu en faire des tonnes sur Copernic, alors même qu'il n'avait pas les moyens expérimentaux d'être assuré que c'était parfaitement vrai. Donc il y a une part d'irrationnel même dans le soutien de Copernic. Même chose pour Darwin. La délectation avec laquelle les gens ont été, pour certains d'entre eux,
d'emblée fan de cette théorie, parce que ça cassait une certaine image de l'être humain à part, etc. Parce que c'est pas mal de se dire, nous aussi, on est des animaux. Nous aussi, on a des pulsions. Et du coup, on pourrait travailler à les satisfaire, ces pulsions. Ça permet de lutter contre une morale très cadenassée, victorienne, puritaine, qui triomphait en Angleterre au 19e siècle. C'est intéressant, Darwin. La perspective qui fait de nous des animaux comme les autres. C'est un côté... Mais de toute façon, les 3 grandes blessures narcissiques, c'est un petit peu une construction d'historien. C'est-à-dire que c'est très agréable à dire, c'est intelligent, mais il n'y a personne dans l'histoire de l'humanité qui s'est levé un matin, qui s'est dit « Oh putain, Galilée avait raison, je suis plus au centre du monde, c'est triste. » Non mais oui, Personne ne s'est dit en fait, je descends du singe, c'est la déprime, qu'est-ce que ça veut dire sur ma constitution ?» C'est comme ça que ça marche. Je suis d'accord avec toi, c'est une relecture que fait Freud. Freud est très fort pour faire des interprétations. Voilà, la psychanalyse, c'est une herméneutique. Il interprète des comportements familiers énigmatiques en faisant comme si c'était des satisfactions détournées de nos désirs refoulés. Tu en as parlé dans ton introduction. Le concept de refoulement est très important. Hein. C'est une des clés pour comprendre. Peut-être développe là-dessus parce que bon, ça a l'air puissant. Ben, puissant, je ne sais pas. Enfin, puissant au sens où ce serait vrai. Non, c'est dense. Ouais, en tout cas, c'est persuasif. Ouais. C'est suggestif. Ouais, et c'est le terme. C'est séduisant parce que suggestif et suggestif parce que persuasif. L'idée, c'est que certains de nos désirs, parce qu'ils ne sont pas acceptés par la morale qu'on veut intérioriser, ou pour d'autres raisons, sont refoulés, c'est-à-dire chassés du champ de la conscience. Les autres raisons, c'est parce qu'ils portent en eux une certaine souffrance traumatisante. Donc on a voulu les chasser du champ de la conscience. Mais une fois refoulés, ils ne sont pas détruits. C'est-à-dire qu'ils restent constitutifs de notre psychisme. Ils sont encore nous et intacts d'un point de vue dynamique. C'est-à-dire qu'ils restent aussi forts en termes de désir qu'ils l'ont toujours été. Autrement dit, ils continuent de réclamer satisfaction. Donc, excuse-moi, tu es en train de dire que le désir naît d'abord dans la conscience, il est chassé, refoulé, et après il existe dans l'inconscient? Parce que moi, je pensais plutôt que peut-être que le désir naissait d'abord dans l'inconscient, et après essayer de pénétrer la conscience. Et essayer de convaincre la conscience que ce désir devait être abouti. Bon, il y a des désirs dont nous sommes conscients, et il y a des désirs qui relèvent de l'inconscient. Et les désirs relevant de l'inconscient sont des désirs refoulés. Selon la mécanique que je viens de décrire, qui est une mécanique de censure, en fait. Il fait une analogie là, avec la censure. Or, une fois que ces désirs sont refoulés dans l'inconscient, ils continuent de réclamer satisfaction. Et ce qu'il appelle nos névroses, les symptômes névrotiques, ce sont jamais que des moyens que notre psychisme a trouvés pour donner une satisfaction détournée à ces désirs inconscients. Donc le fameux acte manqué, par exemple le lapsus qu'on dit révélateur. Révélateur de quoi? De mon inconscient, c'est-à-dire d'un désir refoulé. D'accord, le maître de cérémonie qui commencerait sa prise de parole en disant « Mesdames et messieurs, je vous remercie toutes et tous d'être absents ici ce soir », etc., sans se rendre compte qu'il a dit absent au lieu de présent. D'après Freud, il exprimerait son désir d'être ailleurs, il n'a pas envie d'être là, il n'a pas envie qu'il soit là non plus, mais parce qu'il ne veut pas assumer cette paresse ou ce manque de conscience professionnelle, il refoule ce désir d'absentéisme, mais ce désir trouve sa satisfaction en produisant ce lapsus, qui révèle donc un certain... voilà. Donc ce qui est un raté, un acte manqué du point de vue de la conscience, est une réussite du point de vue de l'inconscient. Alors, une semi-réussite, c'est une satisfaction détournée. Bon, une réussite parce qu'il a réussi à sortir. Oui. Il s'est exprimé, même s'il s'est exprimé d'une manière bizarre, comme un acte manqué, il est quand même sorti, donc c'est une victoire de l'inconscient et une défaite de la conscience. En quelque sorte. C'est une satisfaction détournée. Mais quel rapport entre ça et la névrose? Pourquoi tu dis que c'est névrotique tout ça? C'est lui qui qualifie ça comme ça. Pourquoi il dit ça alors? Ce qu'il appelle névrose sont les symptômes de nos désirs refoulés, donc de notre inconscient,
qui sont au point de vue de la conscience des ratés, qui peuvent nous pourrir la vie. Parce que ça nous enferme dans des schémas de répétition qui font qu'on a l'impression de tourner en rond, de ne pas avancer. On a les mêmes conduites d'échec. Il y a un aspect éminemment répétitif dans l'inconscient. Je dirais que l'inconscient, c'est de la répétition, mais une répétition qui nous pourrit la vie. Et qui, bizarrement, n'est pas dénuée de satisfaction. Ça, c'est quand même une idée très forte, très séduisante et sans doute juste, je pense, tellement elle parle à beaucoup de gens. C'est l'idée que toutes nos satisfactions, nous ne les trouvons pas dans le plaisir. Il y a aussi des satisfactions que l'on trouve dans la souffrance. Dans certains types de souffrances qui nous concernent en propre, souffrances très singulières qui sont le reflet de notre histoire individuelle. Et il y a comme un plaisir à se rejouer, mais sur une autre scène, en mode acte manqué ou dans un rêve, qui sont autant de symptômes névrotiques, à rejouer la scène primordiale, traumatisante, qui a fini par être refoulée, mais il y a le fameux retour du refoulé sous forme de symptômes névrotiques qui se répète et nous pourrit la vie. Est-ce que c'est clair ? Ouais, à peu près, ouais. Bon, tout ça pour dire quoi ? Je sais plus, j'ai perdu le fil. J'ai dit à la fin de l'introduction que tu pensais que peut-être Freud réduisait un petit peu trop de l'inconscient à de l'esprit. Donc, Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Puisque c'est un peu notre thèse. Ouais. Pas la tienne surtout, mais... Ouais. Lui-même, il parle de l'inconscient psychique. Or, il comprend le psychisme d'une façon mécanique. Enfin, tout se passe comme si son paradigme, c'était celui de la science physique. Alors, il faut comprendre le contexte de l'époque. On est à la fin du 19e siècle. Le 19e, c'est un siècle en Europe, dans l'université européenne et dans la communauté scientifique, enfin des chercheurs, c'est un siècle éminemment positiviste. Ça veut dire qu'on ne jure que par la science, que par des faits qui sont constatables, expérimentables et dont on puisse décrire des lois causales, sur le modèle de la science physique. Et pour qu'une discipline puisse être enseignée à l'université et puisse être respectée en tant que théorie par les savants, par les enseignants, par tous les professeurs, il faut qu'elle ait le label de science. Et c'est pour ça que Freud insiste sur le caractère scientifique de la psychanalyse. Ce qu'elle n'est pas. Donc il est obligé de tricher. Il est obligé de faire comme si ce qui ne relève que de son interprétation personnelle, c'était en fait de l'ordre d'une vérification clinique. Il en fait des tonnes là-dessus. Quitte à tricher, quitte à mentir, bon, c'est tout ça, dans sa correspondance, il le dit, c'est écrit noir sur blanc. Donc il insiste sur la scientificité de sa doctrine. Mais quand bien même la plupart des psys aujourd'hui admettent que c'est pas une science. Hein. Okay. Ils ont admis les critiques des épistémologues du genre Karl Popper. Oui, c'est pas une science. Parce que on peut pas se livrer comme dans une science à des prédictions. Il n'y a pas vraiment d'expérimentation possible. Par définition, l'inconscient, ça échappe à la conscience. Donc ça échappe à toute observation directe. Il n'y a pas vraiment de système de preuve pour montrer que c'est vrai ou faux. Voilà. Comme l'astrologie, j'avais lu. Enfin, ouais. Oui, exactement. C'est la critique fait Popper. Mais il ne suffit pas d'admettre que ce n'est pas une science pour sortir d'un certain modèle scientifique d'explication. Et sa manière de comprendre le psychisme reste mécanique, c'est-à-dire causale. Il fait comme si nos névroses qui nous pourrissent la vie et dont on se plaint au point de parfois aller voir un psychanalyste en espérant aller mieux, en espérant qu'il puisse découvrir précisément la mécanique inconsciente qui se déroule en moi, la mécanique. Mais on fait comme si ce qui détermine ma névrose, c'était une causalité psychique. C'est-à-dire, c'était la malice avec laquelle le désir refoulé parvient à tromper la censure qu'il a refoulée pour faire une sorte de sortie sous forme d'acte manqué ou de rêve dans la vie. D'accord ? Mais ça, c'est une explication mécanique. Or, le psychisme, surtout pour l'être humain doué de réflexion, de représentation qu'est l'être humain, il fonctionne aussi, peut-être même surtout, en termes de motifs. Il faut distinguer
les causes et les raisons. Une cause, c'est mécanique. Mais ce qui nous détermine à agir, nous qui sommes des êtres d'esprit et de langage, c'est-à-dire capables d'argumenter. C'est ça qui fait la force de l'être linguistique que nous sommes, du par-l'être, comme dit Lacan. Lacan désigne l'être humain comme ça, le par-l'être. Parce qu'il insiste, l'inconscient est structuré comme un langage, et c'est pour ça que tout est signifiant. Ce qui ne va pas de soi comme thèse d'ailleurs. Réduire le moindre de nos actes à un texte qu'il s'agirait de déchiffrer, comme s'il était de toute façon signifiant, ça ne va pas de soi. C'est très séduisant comme thèse. Ça participe du succès de la psychanalyse. C'est une manière de nous dire, vous croyez être banalement mécanique et instinctif, et conditionné peut-être par la société, mais vous êtes plus intéressant que ça. Il y a en vous un continent obscur dont on va rendre compte par des mythes, le complexe d'Oedipe, ce genre de choses. Oui. C'est l'attrait de la psychanalyse aussi. C'est pas seulement quelque chose de repoussant, c'est même par son pansexualisme, par l'aspect mythique de ses explications, c'est incroyablement séduisant. C'est pour ça que ça a marché. Tu peux expliquer en 2 mots, tu viens de l'évoquer là, ce que veut dire Lacan quand il dit l'inconscient est structuré comme un langage? Ah, c'est la question piège. Ça, c'est très compliqué. Ouais, c'est compliqué, c'est pas dur, c'est pas facile de comprendre ce. Non. Et je suis pas certain. Il n'y a pas d'intuition là-dessus, quoi. Ça a l'air puissant, mais on ne sait pas à quoi s'accrocher. Si nous n'étions pas doués de langage comme nous le sommes, ça c'est aussi vu qu'Aristote. Vous savez qu'Aristote disait l'être humain c'est un zoon politikon, c'est-à-dire un animal citoyen, politique, mais il précise, c'est la phrase qui suit, si nous sommes zoon politikon, c'est parce que nous sommes fondamentalement zoon logikon. C'est-à-dire nous sommes des animaux politiques citoyens parce que nous sommes des animaux linguistiques, c'est-à-dire doués de logos, c'est-à-dire de raison et de parole. Donc une parole qui est capable de tenir un discours rationnel, c'est-à-dire une parole qui est capable d'argumenter des raisons, de dire voilà pourquoi j'ai agi comme ça, c'est-à-dire que j'avance des motifs. D'accord. Les motifs, c'est une raison d'agir, c'est pas une cause, c'est pas une cause mécanique. Il y a une grande différence entre les deux. Bon, et donc il y a un lien entre le fait d'être des êtres linguistiques, des par-l'être, comme il le dit, et l'inconscient, parce que tout en nous est signifiant. Seulement, c'est d'une signification qui très largement nous échappe, qui est inconsciente. Ça veut dire que le sens réel de nos actions est comme codé, chiffré. Et il faudrait une théorie pour être capable de décoder ce qui est de l'ordre d'un message linguistique, c'est-à-dire d'un signifiant, de quelque chose qui est doué de sens, comme une proposition linguistique est douée de sens. Pour aller très vite, ok. Je reviens sur la distinction entre la cause et les raisons. J'espère que je ne suis pas trop long. Là aussi, ça participe de la séduction de la psychanalyse. Parce qu'en fait, il joue sur un double registre. Et à la suite de la psychanalyse, toutes les sciences humaines jouent sur ce même double registre. Il faut bien distinguer les raisons d'une conduite dont l'acteur ne veut rien savoir, en mode déni, d'une part, et d'autre part, des contraintes sur l'acteur dont il ne peut rien savoir. Et là, il joue sur les deux tableaux, Freud. Il nous dit à la fois, mécaniquement, il y a de la censure, il y a du refoulement qui produisent des symptômes névrotiques, mais ça relève d'une mécanique de l'esprit, au sens où le refoulement et le détournement de la censure sont la cause de mes névroses, au sens mécanique du terme. Mais en même temps, en nous proposant, par sa théorie psychanalytique, de déchiffrer cette mécanique, il prétend démythifier. C'est-à-dire, il prétend, comment dirais-je, nous sortir du déni. Comme s'il s'agissait pas seulement de critiquer une certaine représentation de l'être humain inspirée des philosophies de la conscience, mais comme s'il s'agissait en même temps de s'inspirer des critiques de la conscience morale. Et là, je songe aux moralistes. C'est ceux qui voient des vices derrière certaines vertus, certains bons sentiments, vous voyez, des mensonges intéressés, des illusions, etc. Je pense qu'il faut que tu me réexpliques là le distinguo entre cause et raison. Ok. Une explication par les causes, c'est vérifiable objectivement. C'est de l'ordre de ce que je peux observer chez l'autre. Ok.
une explication, aussi bien chez moi-même, mais je m'observe à ce moment-là moi-même comme si j'observais quelqu'un d'autre. Bon, c'est objectif, c'est constatable. Une explication par les raisons, c'est éminemment subjectif. Il n'y a que moi qui puisse savoir si ce qui m'a motivé à faire quelque chose, ben, c'est vraiment ce que je ressens être ma motivation. Voilà, c'est ça que je veux dire. D'accord, et donc dans la perspective de Freud, là, c'est... Ben, il se trouve que notre esprit est fait de telle sorte que, sans doute qu'il y a des causes dans notre psychisme. La psychologie en tant qu'elle est une science, et la psychologie, je ne parle pas de la psychanalyse, de psychologie des profondeurs, je parle de la psychologie des sciences cognitives, celle qui étudie le cerveau, le fonctionnement du cerveau, c'est vraiment de la science. Elle a vu, elle, qu'il y avait des causes et des effets. Elle explique que telle sécrétion d'hormones provoque telle réaction physico-chimique qui fait naître tel sentiment, et de manière causale, il n'y a pas de problème. Bon. Seulement, on est un peu plus compliqué que ça, même beaucoup plus. Nous sommes ainsi faits que nous avons des raisons d'agir qui nous déterminent à agir. Et en fait, là, je suis un peu embêté, mais ça fait des siècles qu'on est embêté, et certains grands spécialistes des sciences cognitives eux-mêmes admettent, c'est sans doute marginal, mais certains d'entre eux admettent qu'on est peut-être là face au problème le plus insoluble qui soit. Et peut-être qu'on ne pourra vraiment jamais le résoudre. C'est le problème du psychosomatique. Là, on est à la jointure de l'âme et du corps, de l'esprit et de la matière. Parce que si on admet que, sans aller jusqu'au dualisme métaphysique de Descartes, mais quand même, si on admet que la pensée n'est pas réductible à la matière, parce que la pensée, c'est quelque chose comme la captation d'un sens, ce qui n'est pas possible dans une activité du cerveau qu'on peut réduire à du physico-chimique, d'accord, mais c'est dans notre ordre, quoi. Là, je suis en train de te parler. Si je me dis qu'il faut prononcer le son A, bon, je prononce le son A. Mais tu vois bien qu'il y a un gouffre, un univers entre mon intention qui est de prononcer A et la mécanique physiologique qui se met en œuvre dans mon larynx, dans mes cordes vocales, dans ma technique du souffle, etc., pour prononcer ce mot. Ouais. Et il y a là un gouffre que certains disent, on ne pourra jamais le combler, quoi. Pourtant, on a fait des bonds de géants en sciences cognitives récemment. Mais, je ne suis pas spécialiste de la question, mais est-ce qu'on a trouvé une explication satisfaisante qui puisse vraiment expliquer, comme la science explique les choses, avec des lois de type causal, c'est quoi le rapport entre mon intention de prononcer A et cette mécanique très précise qui fait bouger toutes sortes de réactions chimiques et de réflexes musculaires dont je ne soupçonne même pas, là pour le coup c'est inconscient, mais qui se mettent en branle de façon précise et efficace pour qu'au moment voulu, mon corps émette le son que j'avais l'intention d'émettre. Il y a une sorte de gouffre, de disproportion incompréhensible entre ce qui relève de mon motif, de ma raison d'agir, et ce qui, causalement, met mon corps à l'unisson de cette raison, de ce motif. Toi, tu appelles ça quasiment un gouffre mystique, mais... Donc, c'est pas mystique, c'est incompréhensible. C'est pas la peine d'utiliser un vocabulaire religieux, on peut pas comprendre. Après, si tu as envie d'y voir un mystère, pourquoi pas. Peut-être pas mystique alors, d'accord, mais tu vois un gouffre, donc tu veux dire que... Bon, alors on s'éloigne du sujet, mais tu veux dire qu'il n'y a pas d'explication de scientifique, de biologiste pour expliquer ce passage de la volonté de prononcer A à faire bouger tes cordes vocales. Il n'y a pas dans le cerveau, il y a un truc qui part, qu'on envoie un message à un truc plus bas qui fait que... on est dans le mystère. Je dis que certains spécialistes des sciences cognitives, sans doute marginaux, c'est vrai, mais considèrent qu'on est là face à un problème insoluble. Pour eux, ça c'est énigmatique, et comme certains mathématiciens peuvent démontrer que certains problèmes sont insolubles, c'est vraiment des problèmes mathématiques, mais bon, on est face à quelque chose qui nous dépassera très certainement, voilà, toujours. Certains, c'est sans doute marginal, hein, effectivement, mais ceux pour qui ça ne fait pas mystère,
ont tendance à... Ils ont une façon de nommer les choses, je ne veux pas dire que c'est une déni, mais, comment dirais-je, qui prétend résoudre le problème, alors qu'en fait, gentiment, on fait comme s'il n'y avait pas de problème, quoi. Ils nous disent, non, en fait, c'est les deux versants d'une même médaille. Bon, voilà, on voit bien que quand je suis amoureux, là, on est de l'ordre des représentations, de l'ordre de l'esprit et de l'ordre de l'émotion, vécu par un sujet, bon. Il se passe dans mon cerveau telle ou telle réaction physico-chimique. Bon, ce sont les deux versions d'une même médaille. Ce que vous appelez être amoureux, pour moi, c'est la sécrétion de telle hormone en telle quantité, voilà. Et ça me va très bien. Et c'est pas une manière de dénigrer le sentiment amoureux, c'est pas une réduction au sens péjoratif du terme, c'est une façon scientifique de comprendre ce qui se passe dans notre cerveau quand il est amoureux, en quelque sorte. Bon. Et ils ne voient pas de mystère. Bon. Peut-être que ce qui leur manque, d'après les chercheurs qui, eux, voient là une énigme, quelque chose d'incompréhensible, si le mot mystère peut-être est déjà trop ésotérique, c'est au moins une énigme, insoluble, c'est parce qu'ils ont une certaine qualité épistémologique, ils ont le sens philosophique des problèmes. Ils voient bien que ce n'est pas qu'un problème scientifique. Et ils voient bien que c'est très exactement le problème de l'union, de l'union de l'âme et du corps, qui s'est posé avec gravité à Descartes et à tous les successeurs de Descartes. Aussi bien Spinoza, Leibniz que Malebranche ont pris ce problème à bras-le-corps parce qu'ils ont bien vu que à trop radicaliser l'hétérogénéité de l'âme avec le corps, on ne comprend plus comment le psychosomatique est possible. Ouais. Et Descartes lui-même admettait que c'était un grand mystère d'ailleurs. Il dit, je fais l'épreuve de ceci à chaque instant de ma vie, de ceci que dès qu'il se passe quelque chose dans mon corps, il y a des répercussions dans mon âme et vice-versa. J'en fais l'expérience, c'est indubitable, il n'y a rien de plus évident, et en même temps, dit-il, théoriquement, je ne peux pas le comprendre. Je peux pas le comprendre. Mais tu sais, ça ressemble fort, ça c'est une remarque que fait Popper d'ailleurs, qui est très éclairante, très, très intéressante. Il fait remarquer qu'il y a le même genre d'énigme finalement en sciences physiques. La science physique passe son temps à nous dire, en vrai, que constamment, partout, tout le temps, des entités matérielles interagissent avec des entités immatérielles, qu'on appelle des forces. Il y a des forces magnétiques, des forces électriques, des forces gravitationnelles, et ce sont elles qui agissent sur les corps matériels. Et jamais un corps matériel n'agit directement sur un autre corps matériel par contact. C'est toujours par intermédiaire de force que ça se fait. Qu'est-ce qui passe en réalité ? On le sait depuis plus d'un siècle. Un corps agit sur un champ de force, gravitationnel, mettons, modifie ce champ, et ensuite, ce champ, une fois modifié, agit à son tour sur d'autres corps. Ça se passe comme ça. Donc, l'interaction du matériel et de l'immatériel, la science physique ne nous dit que ça. Donc, c'est drôle que ce qui posait pas de cas de conscience à Descartes, en fait, ça ressemble de très près à ce qu'admet la science, en fait. Bon, peut-être qu'il a raison de dire, bon, théoriquement, on ne comprend pas comment c'est possible, on doit constater que c'est comme ça, et puis c'est tout. Mais n'empêche que Spinoza et Leibniz et Malebranche, et puis beaucoup d'autres philosophes par la suite, ont essayé quand même, parce qu'ils étaient embarrassés par ces deux substances hétérogènes, l'âme et le corps, d'expliquer l'interaction. D'où le parallélisme, ou ce qu'on appelle ainsi chez Spinoza, la monadologie chez Leibniz. Bon, on va pas faire de la métaphysique classique, mais voilà. Ok, donc peut-être pour conclure et revenir sur Freud, donc, ta thèse, il réduit un petit peu trop l'inconscient à de l'esprit. Peut-être on finit sur ça. Qu'est-ce que tu veux dire finalement ? Alors, il y a quelque chose qui ne va pas dans la théorie freudienne de l'inconscient d'un point de vue théorique. C'est que tout se passe comme si il y avait une partie de notre esprit inconsciente, mais qui, dans son mode de fonctionnement, était plus consciente que la conscience elle-même. Parce que pour que le retour du refoulé puisse exister, il faut que la censure qu'il a refoulée, il faut que cette censure qu'il a refoulée soit contournée par lui. Autrement dit, il faut qu'il ait le désir refoulé, dont dans des textes de Freud nous disent qu'il s'agit parfois que de pulsion. Trieb en allemand, une pulsion. Donc il n'y a rien de plus instinctif que ça. A priori, il n'y a rien de moins intelligent que ça. Eh bien, cette pulsion refoulée, elle serait malgré tout suffisamment maligne pour comprendre qu'elle a été censurée et pour comprendre
ce que la censure est susceptible de tolérer est suffisamment rusé pour se travestir de telle sorte que la censure le laisse pénétrer dans le champ de la conscience. Donc c'est prêter à une part de notre inconscient plus d'intelligence, de stratégie, d'intelligence au sens le plus éclatant et sophistiqué du terme. Prêter plus d'intelligence à l'inconscient qu'à la conscience elle-même. Et là, il y a un truc qui théoriquement ne tient pas la route. C'est ça qui pose problème, si tu veux. C'est une des critiques qu'on peut faire à la théorie psychanalytique. Mais, ok, je trouve ça très intéressant, mais Freud disait que l'inconscient était intelligent ou il disait que l'inconscient était, bestial, quoi? Ben, un peu des deux. Il dit que c'est du côté du bestial, du somatique, dans ce qu'il a là de plus brut, et du corporel dans ce qu'il a de plus brut, en tant qu'il y a beaucoup de pulsions dans cette entité psychique qu'il appelle le ça, qui relève de l'inconscient. Et en même temps, quand il nous décrit le mécanisme par lequel cet inconscient, tout pulsionnel qu'il soit, arrive à contourner la censure, bah, tout d'un coup, il en fait un stratège plus conscient et intelligent que notre propre conscience quand elle est au meilleur de sa forme. Et donc, pourquoi c'est illogique, ça? Parce que c'est une manière de... Il faudra savoir. Soit c'est pulsionnel, et à ce moment-là, on est de l'ordre de l'instinctif et de l'inintelligent. Il ne peut pas y avoir là de stratégie, de contournement, de manipulation, etc. Soit on a affaire à quelque chose d'intelligent, de très fin stratégiquement, mais ça relève de la réflexion consciente. Or, il prête ses traits à de l'inconscient. Donc ça fait de nous des êtres qui abritons dans notre esprit un autre moi en moi, inconscient, mais qui, dans son mécanisme, est tellement intelligent que tout se passe comme s'il était, tout en étant inconscient, plus conscient que ma conscience elle-même. Donc c'est contradictoire d'un point de vue théorique. Ok, je vois le paradoxe, ouais. D'accord. Voilà. Donc pour essayer malgré tout de rendre compte de ceci qu'il y a des conduites inconscientes. C'est-à-dire que nous arrivons à faire des choses sans comprendre comment nous y arrivons. Et alors peut-être qu'un des meilleurs exemples que je puisse donner, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est l'inconscient linguistique. C'est très compliqué de parler. Je veux dire, en respectant la grammaire d'une langue, de parler de façon signifiante dans une langue. Il faut connaître la grammaire, la syntaxe, dans quel ordre on doit mettre les mots, c'est très compliqué. Et c'est plus fort que nous, quand on se demande mais comment ça nous est possible d'énoncer comme ça des propos linguistiques doués de sens grammaticalement corrects, on se dit, il doit y avoir en nous une connaissance de la grammaire. Or, comme la plupart des gens n'ont pas le Becherel dans la tête, de manière consciente, on se dit que cette connaissance de la grammaire doit être en nous, mais de façon inconsciente. C'est ce qu'on appelle un inconscient grammatical. Ouais, on pourrait aussi appeler ça de la mémoire, non? En fait, on devrait appeler ça, oui, mais il faudrait préciser le type de mémoire. Parce qu'il y a une mémoire de l'esprit, qui est très théoricienne. On aurait mémorisé une théorie qu'on n'aurait pas tout le temps à l'esprit, mais qu'on saurait appliquer comme ça mécaniquement. Mais elle serait quand même dans notre esprit, de façon inconsciente. Ou alors, on met de la mémoire du côté du corps, du côté des réflexes conditionnés. Un peu comme Pavlov l'a fait. Pavlov dit qu'il y a deux types de réflexes. Les réflexes innés et les réflexes acquis. Conditionnés par des situations qu'on a vécues à répétition. Okay. Eh bien, ce qu'on appelle inconscient, pour l'expliquer d'une théorie qui ne soit pas incohérente, comme le freudisme l'est avec son explication de la censure, il faudrait peut-être aller voir du côté de la réflexologie et du côté de ce que Bourdieu appelait le sens pratique. C'est que Bourdieu considère que la société, elle a un double visage. Elle existe à l'extérieur de nous, dans des institutions. C'est les règles d'une grammaire, par exemple, dont j'ai parlé. C'est une monnaie, c'est un droit, c'est les immeubles, etc. Mais la société, elle existe aussi en nous, sous forme de normes que nous avons intériorisées. Les normes sociales, les normes du milieu social qui correspondent à l'endroit où on a vécu. Le lieu qu'on occupe dans l'espace social. Or, et c'est là que ça devient intéressant, dans l'argumentation qui est la mienne ici, c'est que ce social que j'intériorise, il insiste pour dire qu'il est intériorisé, mais de manière corporelle. L'habitus, c'est du social incorporé. Incorporé. Je l'ai plus dans la peau, dans les nerfs, que dans ma tête au sens théoricienne du terme. C'est ce qu'il appelle le sens pratique. Et il peut donner l'exemple de joueur de tennis. Quand un joueur de tennis comprend que c'est le bon moment de monter au filet, est-ce qu'il le comprend comme un théoricien qui aurait même très rapidement
analyser la situation, la position de l'adversaire, la vitesse de la balle, la trajectoire, etc. Mais pas du tout. À force de jouer, il a le sens du jeu. C'est que spontanément, il sent que là, c'est jouable. Et que c'est même ce que nous invite à faire, ce qui est en train de se passer sur le court de tennis. D'accord ? Ça relève du sens pratique. C'est pas théorique. C'est physique, mais de l'ordre d'un réflexe conditionné par une pratique. C'est de cet ordre-là, l'inconscient. C'est de l'inconscient parce que ça échappe à la conscience, mais c'est pas de l'inconscient de type freudien, au sens où ce serait une super intelligente, hyper stratégique, plus intelligente et consciente que ma conscience elle-même, qui de l'intérieur me manipulerait, comme si j'avais une connaissance théorique, bien qu'inconsciente, de la grammaire, qui me permettrait de m'exprimer dans un français grammaticalement correct. Inutile de connaître la grammaire pour, une fois que tu es francophone, savoir si une phrase française, elle est correcte ou pas. Et c'est d'ailleurs comme ça que ça se passe historiquement. Qu'est-ce que c'est un grammairien ? C'est quelqu'un qui vient après coup. Il n'est pas a priori en disant écoutez, on va se mettre à parler une langue, mais d'abord, je vais vous expliquer les règles de cette langue. Ça va s'appeler le français, d'ailleurs, ça va être sympa. C'est pas qu'une chose comme ça se passe. Les gens, ils parlent français, ils écrivent en français, et le grammairien, il arrive une fois que la langue française existe, et il essaie de mettre théoriquement, de façon consciente, les règles que, par notre sens pratique de la langue, nous appliquons, mais sans y réfléchir consciemment. Je comprends ton point, mais je pense que si Freud avait vu un match de tennis et qu'il avait vu un mec monter à la volée, il n'aurait pas dit c'est le retour du refoulé, là. Il monte à la volée, qu'est-ce qui se passe dans son cerveau ? Il y a une pulsion montante ou déclinante. Il aurait probablement lui aussi dit que c'est de l'instinct acquis. Oui, enfin, dans sa manière de comprendre l'être humain, il aurait surtout dit que le sportif accomplit un acte de sublimation. Bon concept qu'on doit à Freud. Qu'est-ce que c'est que la sublimation ? C'est le fait d'investir sa libido, c'est-à-dire son énergie sexuelle, qui est l'essentiel de ce qui constitue notre rien vital. Bon. Là aussi, il y a tout un pan dont je n'ai pas parlé, mais on le sait. On sait que pour l'essentiel, le désir, il est d'ordre sexuel dans le freudisme, comme chez Lacan. C'est la psychanalyse qui affirme ça. Et si je ne peux pas satisfaire par des actes sexuels ces désirs libidinaux, je peux les investir dans des activités sociales valorisantes et valorisées, telles que l'art, telles que la théorie, telles que l'activité sportive. Et donc, il verrait non pas tant des instincts acquis, des réflexes conditionnés par l'entraînement au tennis, mais il verrait surtout la sublimation, c'est-à-dire qu'il interpréterait cet amour pour le tennis comme étant une activité investie par un désir refoulé. C'est sa façon d'interpréter les choses. Ça fonctionne comme ça, la psychanalyse. C'est assez grandiose, Freud, parce que tout acte, même mineur, devient tout à coup très, très symbolique. Et oui, et c'est pour ça que ça nous fascine. Voilà, tout devient symbolique. Riche de sens, d'un sens qui nous échappe. C'est pour ça que ça nous fascine aussi. Et c'est pour ça que ça peut marcher, la psychanalyse. Parce que je ne suis pas en train de dire, donc c'est pas scientifique, il concerne les causes et les raisons, sa théorie, elle est contradictoire. Donc, alors, sans doute qu'il a très exagéré les capacités thérapeutiques. Elles ont été... sa pratique a sans doute été beaucoup moins couronnée de succès qu'il le prétend. Mais je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est dans l'ordre de la suggestion, là. Tu connais le concept de transfert, par exemple. Ou c'est aussi lié à ce que Lacan appelait le sujet supposé savoir. Donc le transfert, disons que les objets de ton désir infantile, de ce que tu désirais quand tu étais petit enfant, tu le transfères durant la cure analytique, sur l'analyste. C'est comme si tu tombais un peu amoureux de lui, en quelque sorte. Effectivement, parce que tu lui confies le plus intime de ta vie, ça n'est possible, ça peut se faire que s'il a quand même ta sympathie, il faut que ça se passe bien entre lui et toi, et il te donne l'impression de te comprendre, en tout cas de t'écouter, s'il est suffisamment intelligent et sensible, de t'écouter comme rarement ou peut-être personne ne t'a jamais écouté dans ta vie, donc c'est difficile de ne pas nourrir de l'affect, un affect très fort avec lui. Et du coup, tu lui fais une grande confiance, tu t'abandonnes à lui, de telle sorte qu'il fasse autorité, quoi. Ça va aider
sa capacité à te persuader que l'interprétation de ce qui t'arrive est la bonne. Mais là où on se tromperait, c'est de se dire, mais si le patient juge que c'est la bonne, au point qu'il a le sentiment réel, concret, qui n'est pas fantasmatique, d'aller mieux dans la vie, de pouvoir sortir des répétitions schématiques et de se remettre à désirer, de se sentir vivant, etc., c'est pas parce que le psychanalyste aurait décrypté la vérité de ta mécanique inconsciente. Bon, je terminerai là-dessus, parce qu'il faut conclure. Je sens qu'il est impatiente, et sans doute que nos éditeurs s'impatientent aussi. Wittgenstein compare la psychanalyse à de l'esthétique. En esthétique, on aime bien faire des comparaisons. Un musicien peut te dire, vous allez me jouer ça comme une tempête. Tu associes des éléments étrangers l'un à l'autre, mais de telle sorte que ça fasse sens et que tu puisses t'en inspirer. Autre expérience esthétique très importante aux yeux de Wittgenstein et très éclairante ici, et en même temps très banale, qu'on connaît toutes et tous, tu essaies un vêtement, tu essaies un pantalon. Le vendeur, la vendeuse est à tes pieds, te fait l'ourler, en espérant trouver la bonne longueur. Il faut que ça tombe bien sur la chaussure, etc. Mais c'est quoi la bonne longueur ? C'est pas un nombre de centimètres prédéterminé. C'est simplement une longueur qui, très subjectivement, va te satisfaire, toi. Donc tu te regardes dans la glace et tu auras une sorte de satisfaction esthétique et tu auras à un moment donné l'envie de dire « c'est bon, ne touchez plus à rien, c'est ni trop long ni trop court, c'est la bonne longueur. » Mais la bonne longueur, c'est pas une longueur véritablement bonne, c'est une longueur qui me va, qui me satisfait. Eh bien, l'interprétation proposée avec suggestion, parce qu'il y a transfert, parce que le patient suppose que l'analyste sait mieux que lui-même ce qu'il en est de son inconscient, c'est le sujet supposé savoir de Lacan. L'interprétation proposée par l'analyste me séduit en mode suggestion, à tel point qu'elle me semble bonne, elle me semble apporter un éclairage salvateur sur ce qui m'arrive. J'ai l'impression de mieux comprendre et de mieux m'en sortir dans la vie grâce à cette nouvelle manière de voir les choses. Et souvent, elle m'arrange dans mon propre narratif personnel. Oui. Ou alors ça... Alors là, c'est là que c'est compliqué, que ça devient intéressant, parce que ça peut aussi ne pas m'arranger. Parce qu'évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une satisfaction dans certaines souffrances. Pour qu'il y ait une bonne analyse, je pense, il faut que l'analyse soit très intelligent et sensible, et très doué dans la suggestion et l'interprétation. Et je crois qu'il faut aussi que le patient ait lui-même certaines doses d'intelligence pour être sensible au brio interprétatif de l'analyste. Et il faut aussi qu'il ait une sacrée dose de courage. À un moment donné, il faut oser. Il faut oser comme le chirurgien ose le scalpel. Ça va faire mal, quoi. Il va falloir que je me confronte à une douleur, à quelque chose qui me blesse, qui me vexe, qui me met face à un traumatisme, qui me structure depuis trop longtemps, mais qui fait partie de moi, mais qui me fait mal. Il va falloir que je fasse avec ça. Et à la limite, ce ne sera pas moins douloureux, mais je vais devoir apprendre à vivre avec et à accepter ça. C'est ça un peu la guérison psychanalytique. On ne va pas gagner une zone hors turbulence qui aura la saveur fade du paradis. C'est pas ça. C'est pas le bonheur à la clé. C'est pouvoir se remettre à désirer, à vivre, à faire avec. Ça fera pas moins mal, mais on va interpréter la douleur différemment de telle sorte qu'on saura faire avec, on pourra vivre avec. Voilà. Qu'est-ce qui met un point final à une analyse ? Lacan a cette phrase, il dit, mais c'est quand le patient sent qu'il est à nouveau capable, pour la première fois de sa vie peut-être, capable d'aimer et de travailler, c'est-à-dire de vivre. Et donc, pour finir, Alexandre, toi, tu voulais insister sur la dimension aussi corporelle de la psychanalyse, et tu m'avais parlé, et tu voulais citer un exemple dans la pratique de Lacan. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tout se passe comme si, chez Lacan, on réduisait moins l'inconscient à du psychique. On était davantage à la jointure du psychique et du physique. Et j'ai à l'esprit une anecdote que raconte une de ses patientes, une dame qui a vécu dans l'Allemagne des années 30 et 40, et donc elle est analysée par Lacan, et elle lui dit, voilà, je fais fréquemment le même cauchemar, et je me réveille à 5h du matin. Et je crois savoir pourquoi. À 5h du matin, c'est l'heure à laquelle la Gestapo a débarqué chez mes parents. Et quand Lacan entend ça, il bondit de son fauteuil, et sans dire un mot, il lui caresse très délicatement la joue. Comme pour changer le sens du mot Gestapo, qui deviendra désormais
geste à peau. Alors ça a l'air très abstrait, mais est très comme ça. C'est de l'herméneutique. On est dans l'art de l'interprétation. Seulement, elle en parle 40 ans après avec une émotion très vive, et ça l'a sauvée. Et elle dit bien, ça n'a pas diminué ma douleur. Mais j'ai pu trouver en moi l'énergie de vivre avec cette douleur, parce que dorénavant, le souvenir tragique de cette Gestapo qui surgit chez moi à 5 heures du matin est de toute façon associé à la douceur très délicate de la caresse que Lacan a fait sans mot dire à ma joue. Et ça fonctionne comme ça, la psychanalyse aussi, et chez Lacan. Donc par une puissance suggestive, mais qui tient compte du corps et qui, un peu sur le modèle de l'esthète et de l'artiste, de l'esthète, disons, qui s'est donné, comment dirais-je, qui s'est insisté sur un certain aspect. Voilà. Et il fallait, dans l'esprit de Lacan, il a tout de suite compris que chez cette analysante, chez sa patiente, la Gestapo, qui est signifiante pour elle parce qu'elle le dit avec ce mot-là, puisse être porteur en lui d'une autre signification qui puisse adoucir la cruauté et la terreur de ce que ça signifie en réalité. On en revient probablement à sa phrase célèbre « L'inconscient est structuré comme un langage ». Il a changé peut-être le sens du mot. C'est ça. Et la manière de le vivre. La manière de le vivre. Et donc, il a redonné. Alors, ça doit se produire très, très rarement. Il faut être aussi brillant que Lacan pour le faire. Est-ce que tous les psychanalystes sont suffisamment brillants et intelligents pour être de bons psys, etc. Bon, ça, c'est un autre problème. Mais voilà, je voulais conclure là-dessus. Merci, Je t'en prie.